Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir. Cette année, nous allons vivre une fête nationale un peu particulière avec des hommages rendus comme ça au prince Régnier III. Bien sûr, puisque le régiment, en tout cas le régiment qui a recueilli la tradition du régiment dans lequel le prince Régnier III, alors prince héréditaire, jeune prince héréditaire depuis quelques mois, en 1944, au moment de la libération de Monaco, de la libération de l'Europe, il s'engage dans l'armée française et il va mener toute la campagne de France, de libération de l'Alsace notamment, et jusqu'à Berlin, puisqu'il fera partie de la mission militaire alliée à Berlin. C'est d'ailleurs là où il rencontrera son premier ministre d'État, celui qui sera son premier ministre d'État en 1949, Jacques Rueff, et une exposition actuellement présentée dans le hall du ministère d'État rappelle ce ministère très important, ce ministère Rueff qui durera quelques mois, un peu plus d'un an, mais qui a assis la vision qu'avait le prince pour quasiment la totalité de son règne. Et ce régiment, donc, sera présent pour cette fête sur la nationale. Place du Palais. Voilà. Avec le caporal Messaoudsis, absolument, qui est un bélier. Voilà. Et dans le sillage des invitations que le commandant supérieur de la force publique fait depuis quelques années. Nous nous souvenons que l'année dernière, dans le cadre du centenaire, cette fois de la disparition du prince Albert Ier, eh bien, la marine espagnole et la marine française, dans lequel le prince Albert Ier avait servi, avaient été invités. Donc il y avait évidemment une logique, en cette année Régnier III, à inviter l'armée française dans laquelle a servi le prince Régnier. Quelle a été l'évolution de cette fête nationale, comme ça, au fil des temps ? Alors, si on remonte assez haut dans le temps, la fête nationale était plutôt dans l'esprit au moment de chaque retour de la famille princière. Donc, il y avait des entrées solennelles qui étaient organisées périodiquement, donc chaque année ou 2 fois dans l'année, à chaque fois que la famille princière revenait à Monaco, avec toute une architecture éphémère, des arcs de triomphe, etc. Et puis, la fête de Sainte-Dévote, évidemment, qui est documentée depuis le XVIIe siècle et qui faisait fonction de fête religieuse nationale, en quelque sorte, parce que Sainte-Dévote est la protectrice de la principauté. Il faut attendre le règne du prince Charles III en 1857 pour que véritablement la fête du prince, telle que nous la connaissons aujourd'hui, voit le jour. Alors, très modestement au départ, un Te Deum, évidemment, pour rendre grâce pour la santé et la vie du souverain, et puis progressivement un certain nombre de réjouissances, notamment financées par la Société des Bains de Mer à partir de 1863, donc reprise cette année-là par François Blanc, le magicien de Monte-Carlo, et on voit les illuminations, donc on voit les réjouissances populaires être organisées en soirée. Et puis en 1871, pour la première fois, une prise d'armes, une revue des troupes. Mais tout cela se fait paradoxalement en l'absence du souverain et durant tout le règne du prince Albert Ier. Il faut attendre 1924. Louis II. Louis II, absolument. Le prince Louis II succède à son père en 1922, mais voit son intronisation après le deuil, donc en janvier 23, et la première fête nationale de son règne, c'est le 17 janvier 1924. Alors pourquoi 17 janvier ? Vous allez être étonné, j'anticipe la question. Mais pourquoi le 17 janvier ? Normalement, on aurait dû fêter le prince le jour de son saint patron, c'est-à-dire la Saint-Louis le 25 août. C'est mal placé, c'est en plein été, c'est en période de congé, et le prince Louis choisit le jour... Prénom de sa fille ? De sa petite fille. De sa petite fille. De la princesse Antoinette. Antoinette. Voilà, puisque c'est le jour de Saint-Antoine abbé, et au début de l'année 1923, c'est sa seule héritière. Donc quand est fixé le jour de l'intronisation, qui après, et c'est aussi une des traditions de datation de la fête nationale, ça peut être le jour du saint patron ou le jour de l'intronisation du prince. Et pour arriver au prince Régnier III, le prince Régnier III a conjugué les deux, puisque après une hésitation dans les 3 premières années, puisqu'il est intronisé le 19 novembre 1949, mais les réjouissances populaires de l'avènement sont repoussées au printemps 1950. Et donc en 1950, en 1951, la fête nationale a lieu au mois d'avril. D'accord. Et finalement, en 1952, donc le 19 novembre 1952, est fixé à la fois donc, le rappel de l'intronisation de 1949, et en même temps la fête de son saint patron, le bienheureux Régnier d'Arezzo. Et le prince Albert II a gardé cette date, le 19 novembre. La question est naïve, mais qu'est-ce que le prince Régnier III a apporté historiquement à la principauté ? Qu'est-ce que l'on va garder, vous qui êtes un homme d'histoire, qu'est-ce que l'on va garder du prince Régnier III ?
C'est maintenant un lieu commun de dire que c'est un prince bâtisseur, et bâtisseur pas seulement en termes d'urbanisme, mais on a vu avec l'exposition Rueff l'apport, la vision qu'il a eue de la mise en souterrain de la voie ferrée qui était fondamentale pour le réaménagement du territoire monégasque, mais évidemment bâtisseur des institutions que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc son héritage est à multiples facettes. Et dans la fête nationale, notamment les remises de décoration, il a lui-même créé un certain nombre d'ordres, l'ordre de Grimaldi, l'ordre de la Couronne, l'ordre du mérite culturel. Donc son règne et ses 56 ans de règne ont progressivement étoffé la fête nationale avec les distributions de colis, les visites aux aînés, donc de toutes les composantes que l'on connaît aujourd'hui. Depuis le 31 mai, on commémore le centenaire de la naissance du prince Régnier III. Quelles seront peut-être les prochaines dates à retenir ou les grands événements à retenir ? Alors très prochainement, hors de la principauté, un hommage en Corse à Luciana, dans le musée Régnier III, le musée archéologique de Mariana, autour du prince Régnier III et de sa dévotion évidemment pour Sainte-Dévote, puisque son pèlerinage le 9 juin 2003 a été son dernier grand déplacement hors de la principauté. Il avait tenu à s'associer au début des commémorations du 1700e anniversaire du martyre de Sainte-Dévote en 303-304. Et puis évidemment l'exposition qui va ouvrir aussi dans quelques jours sur le cirque. Il a été le fondateur du Festival du cirque, donc il y a presque 50 ans maintenant, en 1974. Et puis, plus anecdotique, mais qui nous renverra à ce qu'il a appelé sa période d'insouciance, sa période de jeunesse, la pièce jouée par le studio de Monaco, Les Jours Heureux, dans laquelle il jouait en 1942-1943, quand il était lycéen à Montpellier, donc dans une troupe d'amateurs, mais qui s'était produit publiquement devant toute la bonne société montpelliéraine. Et on sait maintenant qu'en 1943, Marcel Sablon et Marcel Pagnol assistaient à la représentation. Thomas Fouilleron, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.